La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Boulangers, pâtissiers, vendeurs, tourriers, des emplois, des métiers d'avenir incarnant le savoir-faire dans l'artisanat. Présente. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est Excellent, votre rendez-vous avec les parcours d'exception qui font briller la France comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Et alors l'émission d'aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, mais vous pourrez la réécouter en rediffusion dès la semaine prochaine. Il a su s'imposer sur la scène artistique mondiale depuis 2015 en devenant l'un des artistes les plus vendus. Richard Orlinski puise son inspiration dans la pop culture, les objets du quotidien pour créer des sculptures qu'il veut symboles de liberté. En plus d'être un artiste, Richard, vous êtes un véritable businessman qui vend multiples produits dérivés de votre art. Notamment pour les JO 2024, vous avez créé les figurines des mascottes, les Firges. Et vous exposez aussi jusqu'au 4 octobre pour la 3e édition de Ingiru. C'est une manifestation culturelle organisée par l'Office du tourisme de la Cap dans le Grand Bastia en Corse. Un artiste multipasse, c'est excellent. Richard Orlinski, bienvenue. Merci. C'est un entrepreneur culturel et visionnaire. Fabrice Martinez est fondateur et directeur général associé avec Renaud Barillet du groupe Cult Place, une entreprise dédiée à la création et à la gestion de lieux de vie innovants à la dimension culturelle et sociale. Fabrice, vous êtes à l'origine de lieux iconiques tels que la Bellevilloise à Paris, qui vient aussi d'ouvrir son rooftop, malgré la superbe météo, mais aussi du Totem, scène nationale, du Dog Bay à Pantin, sans compter tous vos nouveaux projets en cours. Fabrice Martinez, vous aussi, vous avez su allier culture et business. On va en parler sans vous oublier, bien entendu. Bienvenue dans C'est Excellent. Super, bonjour. C'est Excellent, chères toutes, chers tous. Bienvenue chez vous. Alors Richard Orlinski, comme je le disais en introduction, pour les JO 2024, vous avez créé une collection de 4 figurines qui représentent les mascottes, les Firges. Alors pour l'info, c'est entre 12 cm et 15 cm. Les versions classiques en rouge, elles vont être vendues à partir du 2 juillet. Les versions gold et silver, c'est-à-dire or et argent, seront exposées sous forme de drop à partir du 24 juillet. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le drop ? Ah, là on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Le drop, ça vient, c'est l'anglais. Ouais, en fait, le drop, c'est une espèce de concours. Tu t'inscris, et un tirage au sort pour savoir si tu vas éventuellement pouvoir acheter. Donc c'est une quantité limitée de friges là qui sont en fait l'émanation du bonnet. Oui, c'est ça. Donc pour expliquer quand même ce que c'est, parce que c'est l'emblème donc des JO aujourd'hui, c'est le bonnet phrygien. Le bonnet donc de la Révolution française. Exactement. Donc je sais pas. En plus c'est très à propos. Je trouve ce bonnet vraiment. Tout à fait. En ce moment, oui. On est vraiment on est en plein sujet. Oui. Du coup, voilà, le drop c'est ça. Et donc les gens pourront s'inscrire et à partir de cette inscription, il va y avoir un tirage au sort. Et ce tirage au sort va on va savoir qui vont être les gagnants, qui vont avoir ces séries limitées. Donc tout le monde ne pourra pas qui peut gagner. Donc c'est une série assez limitée en or, coefficient finition or et finition argent, silver. Et voilà, donc c'est ça le... Et alors, comme vous le dites, l'esprit des Jeux Olympiques, on ne le sent pas tellement en ce moment, notamment à cause des élections législatives qui approchent. Comment est-ce qu'on fait quand on est artiste pour quand même réussir à vivre une époque aussi difficile en transmettant quand même du positif, quoi ? Nous, on est là pour ça, en fait. Je pense que les artistes de tout temps, ils ont été pour fédérer autour de projets, d'émulation, de changer aussi les idées, d'apporter justement du positif. Et moi, j'ai compris il y a quelque temps que toutes ces énergies négatives, parce qu'on en est malheureusement très entouré aujourd'hui, il faut les transformer en quelque chose de positif. Alors, c'est pas forcément toujours facile, mais je me suis rendu compte d'un truc aussi. Alors, je vais pas faire un livre et donner des mantras aujourd'hui, mais pourquoi pas on est là pour ça, donc asseyez-vous sur mon fauteuil. Non, mais en réalité, la force négative est beaucoup plus forte que la force positive. On regarde d'ailleurs quand on a un buzz négatif, ça marche beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus puissant qu'un buzz négatif. Donc l'idée, c'est souvent se servir de cette négativité pour en faire quelque chose. Je sais pas comment à chaque fois, pour créer le buzz. Et on trouve, mais en tout cas, se servir de cette puissance. Je me dis cette vague, au lieu de la prendre comme on la prend aujourd'hui de plein fouet et de rentrer 6 pieds sous terre, eh bien peut-être faut sortir de cette énergie qui est très puissante, négative, et en faire quelque chose de positif. Et en fait, quand on réfléchit à ça, parfois, il y a plein de choses qui. Là, vous nous livrez un peu votre secret marketing, en fait, Richard Orlinski. Non, c'est mon prochain livre. Tout simplement. Est-ce que, alors, lors des JO, est-ce qu'on va avoir le plaisir de voir des sculptures aussi un petit peu partout Il y en a un petit peu, peut-être pas partout, parce que c'est aussi une organisation très compliquée. Les Jeux Olympiques, la ville de Paris, il y a beaucoup de gens qui... On en parle, je veux dire, il y a beaucoup de parties prenantes, on va vous parler sans faire de politique. Mais il y a quand même, c'est pas quelque chose, c'est un joyeux bordel quand même. Voilà. Puis on voit aujourd'hui les problèmes de circulation qu'on peut avoir. Enfin,
c'est quand même quelque chose qui est... Voilà, donc il y a beaucoup de... Donc on ne sait pas, tout est un petit peu en last minute, tout est un petit peu... J'espère que ça va bien se passer. Et on imagine que participer à une aventure comme ça, c'est quand même assez génial, quoi. Ça vous fait plaisir, en tout cas. Ah bah ça me fait extrêmement plaisir. Déjà, vous avez hésité un peu. Non, mais ça fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai participé en tant qu'artiste, oui. Après, ce que ça génère, voilà. Après, ça vous fait moins plaisir ce que ça génère. Moins plaisir, à ce que ça génère, en tout cas en tant que Parisien. Ouais. Après, voilà. Après, c'est un super événement pour l'image de la France. C'est effectivement une fois tous les, je sais pas combien, 100 ans. Enfin, j'aurais peut-être pas la chance de voir le prochain. La dernière fois, c'était en 1924, effectivement. 1924, donc il y a 100 ans. 100 ans pile. Donc peut-être que pour la prochaine, dans 100 ans, je participerai aussi. Oui. Quand ils auront inventé le sang qui fait vivre jusqu'à 300 ans, c'est non, ça? moi je l'ai déjà inventé. Étant artiste protéiforme, j'invente plein de choses et j'ai inventé aussi un élixir de jouvence qui permet rester immortel. Voilà, absolument. Alors vous allez exposer aussi jusqu'au 4 octobre, je le disais, pour la 3e édition de Ungiru. C'est une manifestation culturelle qui est organisée par l'Office du tourisme de la CAB dans le Grand Bastia en Corse. Là, c'est des grandes œuvres monumentales pour le coup, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez exposer? C'est Ungiru, parce que là, c'est les Corses. Oui. Non, je ne suis pas corse. Il y en a un derrière nous avons un réalisateur corse aujourd'hui, Thomas. Voilà, tu aurais pu me le dire dans le casque. Voilà, c'était Ungiru et donc c'est génial. D'ailleurs, les Corses que je salue parce que j'ai eu un accueil extraordinaire. Moi, en tant que métropolitain, d'être reçu comme ça. Surtout que les précédentes éditions étaient faites par des artistes corses. Ouais. Donc du coup, le challenge était un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que vous cherchez comme impact justement quand vous débarquez dans une communauté qui n'est pas si ouverte que ça, vous allez proposer des choses. Qu'est-ce que vous cherchez à proposer justement de différent? Contrairement à ce qu'on pense, ils sont très ouverts. Donc déjà, c'est important de le dire. C'est une idée reçue et au contraire, l'accueil est extraordinaire. Moi, j'ai eu un accueil à Bastia qui était génial. Après, moi, ça me parle un petit peu parce que il y a eu l'épopée effectivement du club de foot de Bastia à l'époque qui était en finale de Coupe d'Europe, qui était un des rares clubs français à atteindre le club. Non, mais il y a un côté très convivial, il y a un côté chaleureux, on est bien accueillis. Et c'est en cours déjà depuis un bout de temps, c'est ça? Et il y a une vraie fierté d'être reçu, une vraie Enfin, il se passe quelque chose et les gens, toute la population va vraiment participer à cet événement. C'est un événement évidemment artistique, touristique. Ça permet aussi de faire rayonner donc Bastia à l'international aussi. Donc c'est important pour eux. C'est vraiment quelque chose. C'est un échange, c'est un espèce de petit mariage. Et ce que je recherche, c'est de partager avec le plus grand nombre en fait. Voilà, tout simplement, et d'être donné. Quand je vois la banane sur des enfants qui sont à côté des œuvres et qui se prennent en photo, je trouve ça génial parce que les enfants, en plus, c'est transgénérationnel. Tu peux avoir 2 ans, 70 ans. Enfin, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. C'est quelque chose qui est très, qui est très vraiment pour tous. C'est l'art pour tous, et ça fait partie d'une de mes vocations. Alors, on me souffle dans le casque, je peux le dire quand même que Bastia, ça va être capitale culturelle en plus 2025. Donc ça se met déjà en place maintenant, c'est important ça. C'est une ville qui se positionne aussi pour la culture. Pour 2025. Donc du coup, 2025. Je lance tout de suite ma candidature. Donc je serai présent en 2025 aussi pour la prochaine exposition, le prochain Ungiru. Ne vous inquiétez pas, on sera là. Alors justement, l'idée d'offrir votre art comme ça un petit peu à la vue de tout le monde, ça s'intègre dans votre vision de démocratiser l'art en fait, de le rendre accessible. Ça, c'est vraiment votre leitmotiv. Alors, Richard Orlinski. Oui, absolument, c'est mon leitmotiv, absolument, mais ça répond aussi à quelque chose qui est très simple, c'est de pouvoir, vous savez, quand on est profane, qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans les musées, qu'on ne connaît pas, on n'y connaît pas grand-chose, c'est assez compliqué. Et l'avantage, c'est que là, moi, j'amène le musée gratuitement aux spectateurs. Donc du coup, les photos, il y a pas et c'est quelque chose qui change vraiment parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas, on n'ose pas pousser la porte d'un musée, c'est payant, même une galerie. Combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit j'ose pas trop, alors que là c'est vraiment à ciel ouvert. Et puis les enfants le touchent, il y a un côté vraiment très convivial. Moi j'ai pas de problème à ce qu'on touche parce que souvent dans les musées il y a des cordons, c'est fermé, attention, faut pas y toucher. Vous c'est des œuvres vivantes presque. En fait, voilà, les gens ils peuvent y toucher. Et on va me dire s'il y en a une qui est détériorée à la fin de la saison, c'est pas très grave, on la réparera. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir toucher la matière du 3D qui est quelque chose vraiment de vie. Et la vie, c'est vraiment quelque chose d'important. Fabrice Martinez, je rappelle que vous dirigez Culte Place, dont la Bellevilloise, du coup à Paris. Culte Place, c'est une entreprise qui veut démocratiser aussi l'accès à l'art et à la culture. Finalement, c'est un discours qui vous parle, le discours de Richard Orlinski. Oui, tout à fait. On a une histoire autour de cet héritage de démocratiser la culture, puisque nous, on a commencé notre aventure au début des années 2000. À peu près au même moment que Richard. Exactement. On a découvert à l'époque un bâtiment qui était à l'abandon, une friche. Et après, en se renseignant sur l'histoire de ce bâtiment, qui s'appelait la Bellevilloise,
on s'aperçoit qu'il a été fondé en 1877 par des ouvriers mécaniciens qui avaient pour projet l'accès pour tous à l'éducation populaire et à la culture. C'est dans ce bâtiment qu'a eu lieu un des premiers droits de vote des femmes, un des premiers cinémas de Paris. Jean Jaurès, il venait y faire ses rassemblements politiques. Voilà. On en apprend des choses aujourd'hui. Tout à fait. C'est là qu'est né aussi, on l'oublie, le commerce équitable avant l'heure, puisque c'est ici qu'a été inventé, sur les conseils de Joseph Proudhon, célèbre anarchiste de son temps, la devise « vente directe du producteur au consommateur ». C'est né à la Bellevilloise, au début du XXe siècle. Et donc, ce bâtiment avait disparu, était à l'abandon, une friche. On s'y est intéressé. Je ne vous raconte pas toute l'histoire qui fut très longue pour l'acquérir avec d'autres partenaires, et puis fonder un projet, celui de le réouvrir à la Bellevilloise aux normes d'aujourd'hui, d'en faire un lieu contemporain d'activités culturelles, artistiques, événementielles. Vous y faites des soirées, vous y faites des expos, vous y faites des concerts, vous y faites des tonnes de trucs. Tout à fait. On a dû apprendre, avant de faire ça, ce qui allait devenir notre métier, c'est-à-dire Cultplace, vous l'avez dit, la fabrique de lieux de vie à dimension culturelle et citoyenne, dimension culturelle et sociale. Pourquoi ? Parce que les bâtiments d'aujourd'hui, du XXIe siècle, doivent répondre à des normes de sécurité des publics, à des normes d'accueil, à des normes de sécurité, etc. Et donc, nous avons découvert comment transformer des bâtiments à l'abandon en établissements recevant du public, puis à construire une programmation accessible à tous et l'ouvrir au plus grand nombre. Alors, tous les deux, c'est une question pour vous deux. Est-ce que vous... Alors, je sais que vous le faites un peu, Richard. Il y a des initiatives, en fait, à mettre en place pour que les jeunes talents artistiques ils puissent avoir accès à votre monde, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez déjà en place concrètement, vous, pour continuer dans cette transmission ? Ouh là là. Quelle question incroyable. Eh bien oui, moi j'ai mis en place pas mal de process, notamment... J'ai fait un peu de promo. Hein. Allez-y, on est là pour ça en même temps. Désolé. Non, mais en fait, vous n'êtes pas au courant, je suis un petit peu déçu quand même, donc je tiens à le signaler. Depuis maintenant près de 3 ans, j'ai une émission qui s'appelle Sur les murs, où je vais à la rencontre de jeunes artistes francophones. Si, je suis au courant, c'est pas pour rien que je vous pose la question. C'est ça. À travers le monde, artistes francophones. Donc on a tourné déjà 60 épisodes, et donc j'essaye avec mes modestes moyens, de redonner un petit coup de projecteur à ces jeunes qui ont effectivement, en plus avec le Covid, qui ont été un petit peu embêtés par en plus le street art, c'est un peu hors les murs, donc voilà. Et donc ça c'est une opération qui est intéressante, en plus ils ont une visibilité dans plus de 200 pays avec des millions de téléspectateurs, donc ça c'est intéressant. Et j'ai un nouveau projet qui s'appelle Première fois au musée, où là j'embarque 5 jeunes adultes. Et je leur fais découvrir un musée, je leur fais découvrir 6 œuvres d'art, et je recueille leurs réactions. Et c'est très intéressant parce que pour moi, tous les programmes sur l'art, ils sont plutôt boring, ils sont plutôt ennuyeux, on va dire. Et là, on a un programme qui est un peu tourné un peu comme un reality show, et on voit effectivement ces jeunes qui n'ont jamais été au musée, qui détestent et qui au début me disent non mais Richard, il n'y a pas de chance, quoi. No way, ça va pas me changer mon avis, qui changent complètement pendant l'émission, qui ont des émotions, qui pleurent même devant une œuvre d'art. Et donc c'est génial. Et il y a beaucoup de rire aussi, c'est très marrant. D'ailleurs, j'ai demandé à mes enfants que vous avez trouvé comment l'émission, ils m'ont dit c'est super drôle. Alors c'était pas le but, mais du coup ça veut dire que si ça marche avec vos enfants, c'est que ça marche. Je pense. C'est excellent tout ça, chers amis, chers auditeurs. On vous revient tout de suite avec le sculpteur à succès, Richard Orlinski, puis Fabrice Martinez, qui est à la tête des florissants Cultplace, dont la Bellevilloise à Paris. Eh bien, c'est excellent, vous le savez, à tout de suite. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Boulangers, pâtissiers, vendeurs, tourriers, des emplois, des métiers d'avenir incarnant le savoir-faire dans l'artisanat. Présente. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus. C'est excellent. Avec moi ce soir, l'artiste multiple Richard Orlinski et l'entrepreneur culturel Fabrice Martinez, qui est à la tête de Cultplace. Alors Fabrice Martinez, avant de parler un petit peu de Cultplace et de la Bellevilloise, etc., je vais vous reposer la même question que je posais tout à l'heure à Richard juste avant la coupure, sur les initiatives que vous mettez en place. Parce que moi, je sais que vous avez même lancé pas mal d'artistes. Moi, j'ai vu des jeunes artistes commencer chez vous qui sont devenus des grosses stars, notamment Imani, par exemple. Exactement. Des gens comme ça. Donc vous ouvrez, en fait, vous donnez la part belle aux jeunes, quoi. On a historiquement, depuis le début de l'ouverture de la Bellevilloise au public en 2006, une scène découverte dans la halle aux Oliviers de la Bellevilloise qui, alors historiquement du mercredi au dimanche et aujourd'hui du jeudi au dimanche, il y a un jeune artiste qui est programmé, donc on en a 3 par semaine, tous les ans depuis 15 ans. Donc c'est leur premier pas sur
scène devant un public d'une 100 à 150 personnes tous les soirs. Et puis certains sont devenus connus et puis après peuvent descendre dans le fameux club de la Bellevilloise pour des concerts un peu plus jusqu'à 500 personnes, 600 personnes. Voilà. Donc oui, historiquement, on a toujours accueilli les jeunes talents, des jeunes artistes, donner sa chance. C'est ça, c'est donner sa chance. Alors là, on parle de musique, mais on a aussi un grand salon d'art abordable où, par exemple, là, ce sont des artistes soit qui commencent à être connus, soit en tout cas des jeunes qui proposent des œuvres accessibles aussi à tous. C'est tout type d'art, du coup ? C'est tout type d'art, oui, tout à fait. Ça va aussi bien des arts plastiques, des arts graphiques, que des installations, que de l'art contemporain. Vous avez quelques exemples, par exemple, d'artistes à nous donner que vous avez lancés ? Ça serait un petit peu... alors non, malheureusement, j'ai pas en tête. Vous savez, c'est pas ma spécialité première, les artistes plasticiens, mais ce que je sais, c'est que notre salon d'art abordable a toujours marché et toujours rempli fortement et l'intérêt du public et l'intérêt des artistes, parce que c'est un tremplin, c'est aussi une vitrine pour eux, pour se faire connaître. Et d'ailleurs, la Bellevilloise, c'est devenu un lieu très emblématique de Paris. C'est vrai que c'est un lieu où on se retrouve. Et vous ouvrez le rooftop, c'est ça ? Oui, alors effectivement, j'allais dire 10 ans de travaux pour monter sur le toit. Donc la Bellevilloise, c'était un des premiers bâtiments béton armé du début du XXe siècle, construit dans un style Art Nouveau. Et il était construit sur une ancienne carrière. On est sur les hauteurs de Ménilmontant. Et donc, il nous a fallu, pour pouvoir accéder à ce toit et le rendre sécurisé, combler tout le frontis en dessous de la Bellevilloise, c'est-à-dire les carrières qui se trouvaient. Ça a pris du temps. Paris est un gruyère, il faut le savoir. Paris est perforé de partout, effectivement. Et puis, nous avons construit un escalier monumental, un petit peu à la new-yorkaise, avec un design très particulier qui monte jusqu'au toit. Nous avons dû solidifier la salle Jean Jaurès historique avec des grandes poutres de métal. Tout ça a pris du temps, beaucoup de bureaux d'études, du contrôle. Il a fallu le financer aussi. On reste 10 ans de travaux, des indépendants, 10 ans de travaux avec des pauses, des phases, des études. On a repris. Et puis le Covid aussi qui a bloqué les choses pendant 3 ans. Et cette réouverture aujourd'hui possible, on a transformé. Alors nous, dans notre métier, c'est pas simplement l'exploitation, c'est aussi la fabrication, le design de nos espaces, des objets, de l'ameublement, de la décoration, de la scénographie, du paysage. Vous avez une direction artistique qui s'occupe de ça ? C'est nous, c'est moi et Renaud Barillet, mon associé. Exactement. C'est-à-dire que nous, on est des entrepreneurs qui avons démarré avec notre envie de faire, et on a appris notre métier en faisant. Aujourd'hui, on a une douzaine de lieux qu'on a créés à Paris et en France. Et donc notre passion, notre expérience aujourd'hui, c'est de créer des atmosphères, des univers différents. Alors justement, vous développez de nombreux projets en région en ce moment, avec votre associé Renaud Barillet chez Cult Place. Si vous aviez un projet très excitant à nous raconter là. En fait, ils sont tous excitants. Votre préféré, il n'y en a pas ? Alors, j'adore, je suis ultra content d'avoir enfin ouvert ce toit. Je vois qu'il a, hormis le soleil qui nous boude encore, mais dont je sais qu'il va revenir. J'ai vu hier, c'est notre premier jour d'ouverture, que le public est ravi et que c'est vrai que c'est un spot extrêmement dépaysant de se retrouver sur les hauteurs de Paris, flottant un peu comme ça dans ce jardin suspendu. Voilà, c'est incroyable. On ouvre, et c'est un challenge pour nous, la semaine prochaine en gare de Nantes, un nouveau lieu qui s'appelle Zao. C'est une demande de Gare et Connexion qui souhaitait redonner dans les gares la présence de lieux culturels, de lieux publics, etc. Donc c'est un challenge monumental, comme on en a un autre à Bordeaux à la rentrée, où on ouvre une Bellevilloise à Bordeaux qui va s'appeler Bien Public, avec une salle de spectacle de 900 places, un restaurant panoramique, une immense terrasse dans le nouveau quartier Belvédère, en face du Pont-Saint-Jean. Donc tout à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Je pourrais vous parler. Mon associé se passionne pour les bateaux. On rénove un bateau à Rochefort qui s'appelle le Noé, dans l'ancienne forme de Radoupe de l'Hermione, par exemple. Voilà, qu'on va réouvrir au public en tant que lieu culturel flottant. Ça s'appelle l'Écodomaine, c'est ça ? Alors, l'Écodomaine, c'est un projet d'hôtellerie et de résidence d'artistes. Et là, je vous parle du bateau Le Noé, qui a un ancien... Richard Orlinski, bientôt, en résidence d'artistes. Avec plaisir. Oui, et d'ailleurs, surtout, je fais une parenthèse, sur le toit terrasse de la Bellevilloise, on a prévu un lieu d'exposition. C'est-à-dire que notre souhait, peut-être d'ailleurs avec vous, pourquoi pas, on a des endroits, des stèles où on peut mettre ces objets, les mettre en valeur. Donc on les a positionnés, elles sont vides, elles n'attendent plus que les statues de Richard. Avec plaisir.
Vous êtes bien dans cette excellente l'émission qui crée le lien. Alors justement, vos projets, en fait, l'idée c'est quand même de renforcer le tissu social et culturel en fait des quartiers aussi où ils sont implantés. Donc vous faites appel aux communautés locales pour s'impliquer dans les projets en question. Alors, ou pas? Oui, si je peux me permettre un petit mot, je suis pas, je me suis longtemps avec mon associé, on a beaucoup réfléchi à cette histoire de communautariste. Nous, on n'est pas, on est des lieux qui rassemblent. Donc on ne va pas être des lieux communautaires, par exemple. Ça ne nous empêche pas. Alors je n'entendais pas dans ce sens-là. Je parlais de la communauté des gens qui habitent là, quoi, du peuple en place dans le quartier. Tout à fait. De fait, nous sommes des lieux de destination. Voilà, souvent, donc des lieux impliqués dans les quartiers. On a des organisateurs d'événements qui sont forcément locaux, toujours, puisqu'ils doivent connaître leur public. Pardon, je vous coupe, mais quand vous faites un lieu comme la Bellevilloise, où vous réhabilitez un bâtiment qui est abandonné depuis des années, vous réintroduisez dans le quartier, en fait, une vie qui n'était plus là, quoi. Exactement. De toute façon, on s'est toujours ouvert, et c'est notre ADN de faire ça, on a toujours ce mix entre travailler avec les associations locales qui apportent la vie du quartier, c'est important pour nous, puisqu'on est dans ce quartier, et c'est ce qui nous plaît, et puis être un lieu de destination et un lieu d'hospitalité pour des événements plus importants, nationaux, ou, vous l'avez dit, des entreprises ou des groupes de notoriété nationale. On joue à la fois ce microcosme et ce macrocosme en permanence. Richard Orlinski, quand on écoute Fabrice Martinez, on se rend compte qu'il est finalement constamment à la recherche de nouvelles pratiques pour transmettre l'art, la culture de manière innovante. Finalement, vous avez ça en lien tous les deux, c'est un peu ça, vous cherchez toujours des biais, vous aussi, pour faire voir, quoi. Faire sentir, faire... Oui, enfin en tout cas pour susciter des émotions, pour partager, pour faire connaître, pour faire grandir, pour transmettre. Enfin, je pense que la vie c'est ça. On a des expériences, on reçoit. Il faut savoir aussi redonner. Et si on peut participer, en tout cas à ça, en tout cas, je pense que c'est bien. Alors effectivement pour les jeunes générations, mais pour tout le monde même. Il n'y a pas que pour les jeunes générations. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et il y a un côté très gratifiant, parce que quand on se rend compte qu'on réussit en tout cas ce challenge, bien sûr. Il y a un côté, voilà, il y a plein d'émotions, puis il y a un vrai partage. Je trouve que le partage c'est vraiment une émulation, puis donner envie d'avoir envie. Moi, combien de fois j'ai des gens, alors à travers soit des bouquins, soit mes stand-up, soit la musique, parce que je fais aussi de la musique et du stand-up. Oui, on le sait que vous êtes je fais trop de choses, je l'ai dit pour commencer. Ça va, vous y retrouvez des fois ou... Parfois, oui, ça arrive. C'est rare, pas toujours. Mais pas toujours. Mais quand on voit les gens qui changent de carrière ou qui se lancent, ou leur donner le courage, ou si on arrive même à faire en tout cas quelques petits progrès, et donc pour les personnes, pour les gens, et donner de l'émotion, je trouve que c'est bien. Et puis on en a parlé tout à l'heure, on vit dans un monde un peu compliqué avec beaucoup de négativité, donc tout ça contribue à donner de la positivité. Et donc même, je trouve ça génial effectivement ce qui est fait là, à la Bellevilloise, parce que c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu où il y a une mixité, un lieu qui permet de pouvoir vivre une expérience en fait. Et c'est ça aujourd'hui, de plus en plus les gens recherchent une expérience. Vous avez envie de rebondir là-dessus, Fabrice Martinez? C'est-à-dire que c'est vrai que quand les deux mots qui sortent là, c'est émotion, émulation, et puis sortir aussi, transformer le négatif, quoi. Tout à fait. Lieu de sociabilité très important. Nous, si on rentre un peu dans les, j'ai envie de dire, dans le back-office de nos métiers, moi, je me suis aperçu pendant le Covid-19 et la fermeture de nos lieux, qui a été la plus longue pour les clubs, non essentiels, et dont on s'est aperçu que finalement, ils étaient vitaux. Parce que, d'abord, nous sommes au quotidien, nous, par exemple, en contact avec la préfecture de police de Paris, qui a en charge la sécurité des publics. Et on a bien vu que les lieux comme les nôtres étaient primordiaux pour que les gens puissent des fois évacuer leur énergie bloquée en semaine, et elle s'exprime par la fête les week-ends dans ces lieux, dans des endroits sécurisés, professionnels, et pas pas dans la rue. Et donc il y a une espèce d'apaisement qui est vraiment vitaux pour que les gens viennent et puissent faire la fête, puissent se rencontrer, puissent s'exprimer. On est aussi des lieux de débat politique engagés, donc des lieux de liberté d'expression. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. Depuis le début, c'était un de nos ADN. Voilà, donc c'est très important, effectivement. Vous seriez capable de recevoir tous les chiquiers politiques à la Bellevilloise ou pas? Vous choisissez?
Alors, non, c'est une question très actuelle. Oui, pardon, j'étais obligée de la poser. C'est une question piège. Elle n'est pas piège pour nous parce que moi, j'ai déjà, si on est très concret, il n'y a aucun problème là-dessus. La Bellevilloise a une histoire à gauche. Le 20e arrondissement, c'est quand même la Bellevilloise, c'est un des premiers lieux de congrès du Parti socialiste. Voilà, donc on a avec la fédération du PS historiquement des liens forts. Après, les écologistes sont venus, on les a naturellement accueillis. Valérie Pécresse a lancé son parti libre à la Bellevilloise. Donc toutes les si Jordan Bardella veut venir à la Bellevilloise, qu'est-ce que vous faites? Mais je pense que ça ne serait pas. Ce serait pas le bon lieu. C'est pas ça qu'il choisirait. Je pense que ça n'aurait pas ça ne ferait pas sens avec la démarche du Rassemblement national d'être dans un de nos lieux. D'accord. Donc c'est important pour vous que ce lieu il reste inscrit dans cette histoire de gauche, quoi. Dans cette histoire, alors aujourd'hui la gauche au sens large, la gauche libérale, j'allais dire, au sens de, on peut entendre, c'est quand même là que, on n'est pas un lieu extrême, on le voit bien, les extrémismes sont là pour nous limiter. C'est-à-dire, moi je sais qu'on se bat quand même souvent pour que des artistes puissent se produire sur scène, pour que des gens puissent accéder à nos lieux et à nos spectacles. Et je sais qu'à chaque fois qu'on veut limiter pour quelque raison que ce soit, par exemple nous à la Bellevilloise, il n'y a pas de discrimination à l'entrée du club, par exemple. Ça, on a été. Il n'y a pas de physio, quoi. Alors il y a quelqu'un, il y a un physio bien sûr qui décèle, par exemple, les gens qui ne sont pas en mesure d'entrer ou de faire la fête pour des raisons d'alcoolémie ou de stupéfiants, par exemple, mais pas pour naturellement des raisons d'origine, de couleur de peau ou même de vestimentaire. D'accord. Ou de parti politique. Ou de parti politique. C'était important de le redire, Richard. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Alors, on continue, surtout vous restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio, c'est la radio où les voix se font entendre, c'est ça, parlons vrai, avec le sculpteur multipasse, on l'a dit, Richard Orlinski et Fabrice Martinez, créateurs de lieux sociaux, culturels, dirigeants de Cult Place. Vous restez avec nous, surtout, à tout de suite. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Boulangers, pâtissiers, vendeurs, tourriers, des emplois, des métiers d'avenir incarnant le savoir-faire dans l'artisanat. Présente. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous êtes ici chez vous, chers auditeurs, sur Sud Radio, c'est excellent, avec le sculpteur à succès, Richard Orlinski et Fabrice Martinez, qui est à la tête des florissants lieux culturels Cult Place. Alors Richard Orlinski, vous avez lancé quand même pas mal de produits dérivés, je le disais tout à l'heure, il y a des vêtements actuellement, dont une collection pour les enfants, il y a des bougies, il y a des gourdes, il y a des coques d'iPhone, il y a moult produits. Alors je l'ai dit, vous êtes un artiste multifonction, ça inclut un businessman, quoi, chez vous, c'est ça. C'est faire du business ou c'est juste le kiff de continuer sur ce chemin de la création avec divers objets qui soient accessibles, justement? Bah oui, ça s'inscrit justement dans cette volonté de rendre l'art accessible, dans l'affordable art, et de pouvoir effectivement réinterpréter les objets du quotidien. Donc c'est extrêmement intéressant. Tu rentres chez monsieur et madame tout le monde, tu viens donner de la joie, tu viens faire une valeur ajoutée. Alors effectivement, il y a des choses qu'on a créées nous en interne, qu'on distribue effectivement sur nos plateformes, mais on a aussi beaucoup de collabs. Il y a Bic notamment, justement. Il y a Bic, il y a Lancôme, il y a Hublot, j'ai fait des collabs avec Monoprix. Là, on a 2 grosses collabs en cours avec Ed, où on fait une raquette de paddle et une raquette de tennis. Puma, avec chaussures des crampons de footballeurs, des sneakers, des chaussures pour le basket. Enfin, il y a plein. Et alors, comment ça se passe? C'est vous qui contactez les marques, celles qui vous contactent? C'est un cercle vertueux parce que vous vous connaissez maintenant et que du coup, vous vous téléphonez, vous avez des idées ensemble. Comment ça se passe? Alors c'est plutôt, on fait plutôt de l'incoming, c'est plutôt les marques qui nous appellent. Et c'est pas c'est pas une volonté particulière, c'est déjà on a beaucoup de collabs. Ils savent que vous le faites déjà aussi. Voilà. Et puis on a beaucoup de demandes, on a des dizaines de demandes ou des centaines de demandes, et on répond pas à toutes les demandes. Nous on cherche. En réalité, l'idée c'est. Pour moi, une collaboration, c'est un petit mariage. Donc, il faut que déjà, on soit une volonté des deux entités de collaborer ensemble. Il faut qu'il y ait un sens, qu'il y ait une belle histoire à raconter, et que derrière, ça corresponde aussi à nos valeurs, aux valeurs, et qu'aussi le truc le plus important, parce que quand on parle d'argent, c'est le nerf de la guerre aussi, c'est que on puisse, le fait de venir apporter notre nom sur une collaboration, ça fasse de la valeur ajoutée pour la marque. Et donc, du coup, c'est plein de petits paramètres qui font que, mais c'est vrai que c'est très intéressant et ça m'intéresse. Alors, c'est pas le côté businessman, moi, c'est vraiment le côté de cette diffusion, de rendre... maximum de visibilité aussi, quoi. De visibilité
tangibilité et la joie. On repart encore de joie parce que quand tu peux pas forcément t'acheter une sculpture qui vaut X, je sais pas combien, et ben là tu as le petit objet et ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, voilà, et donc il y a un côté comme de collection, il y a plein de côtés comme ça qui sont. Même moi, quand j'étais petit, je faisais des collections, je pouvais pas m'acheter, je pouvais rien m'acheter d'ailleurs du reste. Donc du coup, je faisais des collections de vignettes, même Panini. Ça vous a motivé ça, parce que vous le dites quand même que vous pouviez rien vous acheter. Oui, ça bien sûr ça m'a motivé. C'est clair, clair que. C'est important. Ah c'est sûr. Je pense que sortir de votre situation. Je suis sûr que mes enfants sont moins motivés que je l'étais. Ça c'est certain, ça c'est sûr. C'est quoi vos valeurs maîtresses, parce que vous me parliez de valeurs justement. C'est quoi les valeurs maîtresses, Richard Orlinski? Alors les valeurs, on parlait de mes enfants, c'est le respect, parce que je pense que le respect c'est très important. La tolérance. Il y a des valeurs qui sont un peu plus compliquées. C'est aussi je sais pas si c'est une valeur, c'est de savoir se remettre en question. Il y a la générosité, le partage. Enfin bon, c'est assez bateau, on va dire. Mais après, il faut voir dans quel sens c'est pris et comment c'est pris, comment on l'oriente. Voilà. Le fait d'avoir développé aussi tous ces produits dérivés, est-ce que vous pensez que ça a contribué au fait que vous êtes devenu un acteur majeur dans le domaine de l'art contemporain, du design, etc. Finalement, tout ça, vous le devez à vous-même aussi, Richard Orlinski, hein? Je me le dois. Ah oui, ça, j'ai pas été très aidé, oui, effectivement. Non, mais cette idée de développer tous ces produits, etc., dérivés, ça a permis aussi d'installer votre visibilité, du coup, de vous aider dans votre carrière d'artiste, en fait. Oui et non, parce qu'il y a certains détracteurs, on va dire, qui sont très puissants, pas nombreux, mais très puissants, puisque le petit milieu, on va dire parisien, de l'art contemporain, oui, je suis très controversé, et ça, j'inspire beaucoup de haine. En fait, c'est très drôle parce que dans l'art, il y a quelque chose. Généralement, dans toutes les activités professionnelles, c'est l'argent qu'on disait qui est roi, et bon, c'est une histoire. Mais dans l'art, il y a l'ego en plus. Donc quand il y a l'argent et l'ego, il y en a qui sont capables de tuer. Hein. Oui, c'est très violent en fait. Donc j'ai comme subi, et je subis des attaques très violentes. Mais vous le faites avec le sourire, quoi. Oui, puis qu'on parle de bien qu'on parle de vous en bien ou en mal, c'est pas grave. Exactement. C'est ce dont je parlais en début de notre entretien, et je disais qu'il faut servir des énergies négatives, et donc pour en faire du positif. C'est aujourd'hui ça. C'est pas toujours facile, mais bon, faut essayer en tout cas. Ce qui fait que Richard Orlinski fonctionne, Fabrice Martinez, c'est justement cette différence en fait de positionnement par rapport aux autres. Il a incarné sa propre identité, il l'a un peu imposé en fait. Et vous aussi, en fait, vous différenciez de vos concurrents qui font de la fête ou des expos ou whatever, quel que soit le terme. C'est votre stratégie de réussite aussi, c'est-à-dire le fait de marquer votre personnalité dans vos lieux. Oui, alors, on a, depuis le début, je pense qu'en fait, on ne s'est jamais posé les questions comme ça. Nous, on avait envie de créer des lieux, un lieu qui nous ressemble, un lieu où on pouvait accueillir les artistes avec qui on travaillait, un lieu dont l'atmosphère et l'accueil nous ressemblaient. Donc, ça a été ça, nos valeurs. Et c'est vrai que quand on a découvert l'histoire de la Bellevilloise, c'est rentré en résonance avec ces valeurs, puisque les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Hein. D'ailleurs, on a réinscrit au fronton de la Bellevilloise là, quand on a fait ces travaux, on a refait la marquise historique. La marquise, vous savez, c'est le auvent qui vient sur le devant du bâtiment vitré, comme ça, qui date du 19e siècle. On en a refait un, et il y avait 3 cartouches historiques, et on a réécrit là aujourd'hui liberté, équité, utopie. Et ce sont, on peut le dire, les valeurs... Oui, alors expliquez pourquoi vous avez changé ces mots-là. Alors, à l'époque, il y avait écrit liberté, émancipation, coopération. Ok. Et on trouvait que liberté, équité, utopie... Et pourquoi équité et pas égalité ? Exactement, parce que, vous savez, l'égalité, c'est quand même quelque chose... on aimerait que la société... Peut-être d'ailleurs... c'est utopique, c'est ça que vous voulez dire ? Non, mais l'égalité, elle n'existe pas réellement. On ne peut pas donner la même chose. On ne vient pas tous du même milieu, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même physique, les mêmes études, les mêmes capacités. Donc croire qu'on peut tendre à l'égalité, et d'ailleurs c'est peut-être ça aussi qui électrise un petit peu la société aujourd'hui quelque part. On voit des modèles, et puis on ne peut pas y accéder, et parce qu'on n'est pas égaux finalement. Alors que l'équité, c'est quand même différent. L'équité, c'est chacun aussi, suivant ce qu'il est, peut accéder à quelque chose
chose d'équivalent. Et ça, c'est plus juste, quelque part. Ça fait moins souffrir, c'est plus accessible au plus grand nombre. Donc, équité et utopie, parce que finalement, sans utopie, il n'y a pas de monde, il n'y aurait pas eu la République, il n'y aurait pas eu peut-être les inventions, les sculptures. Voilà. Donc, il faut croire. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime peut-être tous les deux aussi avec Renaud Barrier. Il faut continuer de croire en ses rêves, pas de manière, j'allais dire, comme des bisounours, mais se dire et pourquoi pas. Et finalement prouver aux autres que c'est possible. Est-ce que ça serait pas ça finalement le succès, c'est de croire en ses rêves, et du coup ça fait que les rêves peuvent se concrétiser. Ça commence par ça en fait. On enfonce une porte ouverte. Mais... J'ai découvert qu'il y avait qu'une seule magie dans ce monde, c'est celle de l'action. C'est quand vous entreprenez, coûte que coûte, avec volonté, avec envie, avec acharnement parfois, sans découragement, ce qui est quand même le plus dur. Parce que des gens, pour vous dire que ça marchait pas, je vais pas vous refaire l'histoire, mais elle est d'un grand classique. Je vais vous raconter quand même une anecdote. Mon premier chèque de la Bellevilloise, on avait réussi à vendre un événementiel, je m'en souviens encore comme si c'était hier, 12 000 €. Le client nous donne ce chèque et on devait absolument l'encaisser parce que derrière ces 12 000 €, on devait nous décaisser derrière pour réaliser cet événementiel. Et mon associé me dit vas-y, va ouvrir un compte à la banque Place Gambetta. J'y suis allé. D'abord, le directeur n'a pas voulu me recevoir. J'ai fait un peu de forcing et après je lui dis voilà, j'ai 12 000 €, ouvrez-moi un compte. Et il a refusé. Il m'a dit monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous ouvre pas de compte. Et moi j'ai dit mais attendez, là c'est pas possible, moi j'ai des gens à payer. Donc j'ai dû me battre, j'ai dû faire intervenir certaines personnes et j'ai obtenu l'ouverture du compte, mais je l'ai pas obtenu comme ça. Vous vous rendez compte que j'avais des clients. Même ouvrir un compte, il faut se battre quoi. Même ouvrir un compte, alors ça m'a profondément marqué dans mon rapport avec les banques. Restez sympa quand même, il faut être sympa avec son banquier. Je sais, mais aujourd'hui on a des bons rapports. Banque. C'est plus important. Aujourd'hui, on a plusieurs banques surtout. Ah voilà. C'est ça la réussite en fait, c'est de passer du chèque de 12 000 € qu'on veut pas à plusieurs banques, Fabrice Martinez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important. Non, mais j'en pense qu'il faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que la liberté, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un, et donc par conséquent, voilà, c'est de trouver tous les moyens possibles pour que quand ça coince d'un côté, ça puisse se décoincer de l'autre. Richard Orlinski, Fabrice Martinez, il a dit une seule magie, celle de l'action. J'ai envie de dire, vous auriez pu le dire aussi, quoi. Oui, oui. Moi, je suis action man. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves, il a dit, c'est intéressant. Tout ce qu'il a pu dire me parle. Et surtout les vertus du travail aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant rien, on peut y arriver, sauf que c'est faux, personne n'arrive. Les gens, c'est facile ce qu'il fait, lui, et tous les gens qui sont critiqués, mais en réalité, il y a des heures de travail. Ça n'existe pas, en fait, des gens qui réussissent sans travailler. Donc ça, je pense que ça, et c'est un concept qui est malheureusement, justement, les jeunes générations ne comprennent pas trop. Ils ont envie d'aller tout de suite. D'ailleurs, j'en emploie souvent. Vous avez le souci avec vos enfants, par exemple? Non. Mes enfants, j'ai de la chance. Donc avec les jeunes que vous avez en stage, par exemple? Celui-là, oui. Alors là, j'ai des gros problèmes. Il y en a un dans le studio. Là, j'ai des très gros problèmes. Il veut commencer son premier salaire avec que ce soit 1 million. D'accord. Donc, il y a un moment, voilà. je veux dire, c'est compliqué. Cyprien? Peut-être qu'avec Richard Orlinski, il va réussir à les faire. C'est possible, mais il va falloir beaucoup travailler. Il y a beaucoup de travailler. Il faut travailler. Enfin voilà, franchement, le travail, et croire en ses rêves, c'est important. Se remettre en question aussi, se réinventer, parce que le problème, c'est que même dans plein de différents métiers, je vois les gens, ils sont focus, ils avancent, ils pensent qu'ils sont toujours à l'abri et ils se remettent pas en question. Et c'est ce qui fait que parfois il y a des énormes échecs et des énormes faillite, mais c'est parce que je pense qu'il faut. Moi, je me lève le matin, je me remets en question et j'écoute les conseils, les critiques. Après, quand on monte trop dans une tour d'ivoire, je pense qu'après on est un peu hermétique, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est important d'être aussi très connecté avec son temps aussi. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on partage, parce que ça, c'est vraiment important aussi d'être vraiment, je vais dire une expression comme vous à l'anglais, dans le game. Voilà. Mais c'est vous qui avez commencé, Richard Orlinski, à faire de l'anglicisme sur cette antenne aujourd'hui. Je tiens à le préciser pour les auditeurs. C'est pas vrai, multipasse. Allez, merci à vous qui écoutez cet excellent sur Sud Radio avec l'artiste multiple Richard Orlinski, l'entrepreneur culturel Fabrice Martinez à la tête de Cult Place. Vous restez avec nous pour la fin de l'émission. À tout de suite. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Boulangers, pâtissiers, vendeurs, touriers, des emplois, des métiers d'avenir incarnant le savoir-faire dans l'artisanat. Présente
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. On approche de l'heure de se quitter. Richard Orlinski parle hors antenne et à l'antenne aussi à la radio. Eh bien, vous l'aurez compris, on est avec Richard Orlinski, le sculpteur, et Fabrice Martinez, qui est à la tête des florissants lieux culturels Cult Place. Alors justement, je vais retrouver mon papier à un moment donné. Voilà, j'ai réussi. Sur le début, en fait, on va parler un peu de vous, messieurs, maintenant. Richard Orlinski, vous avez débuté votre carrière, alors c'est ce qui est dit sur Internet, je le répète bêtement, en 2004. Mais en fait, vous aviez commencé avant. Ma carrière en 2004, ça dépend quelle carrière, oui. Vous avez été connu, quoi. Ah oui. À partir de 2004. Ouais, 2004, 2005, 2006. Et c'est quoi le déclic, en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de devenir artiste, déjà? Alors déjà, c'est un peu, oui, je sculptais des animaux en terre glaise qu'on faisait cuire ensuite déjà à l'âge de 4 ans, donc à la maternelle. Ok. Et j'étais très faillot. Ils étaient déjà à facettes ou pas? Non. Et je les offrais à mes maîtresses, mes directrices, etc. Donc Parce que vous les offrez, vos sculptures aussi. Oui, oui. Beaucoup, on en a entendu parler. Ah bon? Hidalgo, justement. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu qu'elle. Il y a eu Christian Estrosi. Ah bon? Oui, il y en a eu des gens. Je sais pas. Je suis très généreux. Ouais, vous êtes très sympa. Je suis très sympa. Comme vous l'étiez à 4 ans, du coup, pardon. Comme j'étais à 4 ans, je le faisais. Mais c'est vrai, je le faisais déjà, etc. D'ailleurs, il y a quelqu'un de très célèbre qui a dit, Richard, il offre comme il y en a qui offrent des chocolats et des fleurs, et lui, il offre le fruit de son travail, ses sculptures. C'est sympa. Très important. Et ce qui est vrai. Vous pouvez le citer, Hein? La personne qui a dit ça? Ah non. Non, pas cité. d'accord. Non, pas en ce moment. Ok. Mais quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais voilà. Donc non, mais c'est vrai parce qu'au moment de la polémique, il a dit bah oui, Richard, c'est vrai. Donc c'était un peu c'est un peu comme ça que c'était. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai depuis mon plus jeune âge. Donc ça vient, en fait, c'est un truc que vous aviez envie de faire depuis gamin, quoi, sculpteur. Ouais, complètement. Après, j'ai continué jusqu'à l'âge de, 10, 11 ans, 12 ans. Et puis, pour être tout à fait honnête, et pour avoir du franc-parler, l'époque, quand tu parles en vrai, quand on fait ce qu'on faisait de la sculpture ou de la poterie, il n'y a pas eu encore Ghost. Donc, c'était pas très rock'n'roll. C'était un peu comme le mec qui fait du macramé ou du tricot. Je donne la référence quand même pour les jeunes auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Ghost, il y a une fameuse scène où Demi Moore et Patrick Swayze en serrent ensemble. Ouais, c'est très sensuel. C'est très sensuel, pot qui sont de la poterie. Et donc du coup, justement pour aller dans ce côté sensuel et séduire les filles, c'était pas du tout rock'n'roll. Donc j'ai complètement arrêté et j'ai repris à la post-adolescence. Après Ghost. J'ai repris après Ghost, voilà. C'est exactement. Ça. Et alors votre première œuvre qui a été connue, c'est le crocodile en résine rouge, vif, à facettes, pas du tout, non? Non, pas du tout. Le premier n'était pas facette. Et alors qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le crocodile et pourquoi rouge, pourquoi de la résine? Enfin, comment vous y êtes venu à ça? C'est intéressant comme question, même si on l'a déjà posé. Mais je suis pas bête, vous savez. Je me serais jamais jamais permis. Avec Multipass, ça y est, maintenant je suis conquis. Moi, avec Multipass, 5e élément, c'est. Allez-y, Richard. Alors le crocodile, pourquoi? Pour moi, c'est un animal qui m'a beaucoup inspiré. Je ne sais pas si vous le savez, donc je vais faire un petit cours d'histoire. C'est que le crocodile, c'est une des rares espèces qui a survécu à tous les cataclysmes. Il a une origine de plus de 300 millions d'années. Et en fait, c'est pour son métabolisme, avec son cœur, il peut se mettre en état presque de coma pendant 6 mois, donc pas manger, pas boire, donc se mettre sous l'eau. Enfin bref, être protégé justement pour toutes les ères qu'on a subies. Et donc je trouvais ça assez intéressant. Puis à ce côté, après mon crocodile, je l'ai réinterprété. Un crocodile. Il est immortel comme vous, en fait, c'est ça. Exactement, il est immortel. Et non, mais en fait, je l'ai fait 33, la gueule est égale au corps, égale à la queue. Alors qu'en réalité, quand on regarde, on pense qu'un croco, ça a une grande gueule, et en réalité, quand on va sur Google, par exemple, on regarde, et faut pas citer de marque, il a une toute petite gueule par rapport à son corps. Donc voilà, l'idée, c'était le crocodile, c'était ça, et peut-être aussi parce qu'il était un peu comme moi, il avait du mal à fermer sa gueule. Bon, bref, ça c'est encore autre chose. Fabrice Martinez, on va parler de votre parcours un petit peu. Vous avez quitté le secteur privé, vous avez bossé chez des grands groupes qu'on va pas citer ici, on va arrêter de faire de la pub à un moment donné, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat culturel. Alors ça, c'était au début des années 2000. Pourquoi vous avez choisi de changer de chemin comme ça? Alors en fait, moi j'étais chef de publicité, effectivement, vous l'avez dit, à la direction de la communication publicitaire, à la fois dans les médias, puis un grand équipementier sportif. Et puis depuis que j'étais petit, j'adorais les campagnes de publicité. Puis j'ai été arrivé vite et j'avais fait le tour. Et puis c'est l'époque où j'ai rencontré Renaud Barrier, où ce projet de la Bellevilloise est né, où on a associé nos énergies naturellement, lui sur la production, les montages financiers, et moi
moi sur le marketing, la communication. Et de cette rencontre est née d'abord la Bellevilloise, et puis après les autres lieux qu'on a créés à Paris, la Rotonde de Stalingrad, la Petite Halle de la Villette, etc. Donc moi j'avais fait le tour, et puis pour être très franc et très honnête, je pense que j'aurais eu du mal à évoluer dans l'entreprise privée de ces grands groupes, parce que j'avais ce besoin d'indépendance. Le carcan, quoi. Ouais. J'avais beaucoup de directeurs au-dessus de moi, je me souviens à l'époque, alors j'ai beaucoup appris. Des petits chefs. Oui, des grands chefs aussi. et des grands chefs aussi. Voilà, donc j'en suis j'ai beaucoup appris, effectivement, mais j'étais arrivé à ma limite, il fallait que je sorte. Donc j'ai presque pas eu le choix, j'allais dire. D'accord, c'était vital, quoi. C'était vital, ouais. Et alors, vous avez créé Cult Place en 2014 avec Renaud Barillet. En fait, au bout de 14 ans, vous avez dit on va peut-être créer une boîte. Alors, non, la boîte est née. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant parce que quand on parle de la Belle-Lilloise, à chaque fois, enfin peut-être plus maintenant, mais les gens nous disaient vous êtes une association, etc. Parce qu'au début, il y avait ce côté-là, mais pas du tout. En fait, dès le début, on a créé une SARL. C'était même une SAS transformée après en SARL. On a un fonctionnement tout à fait normal. Par contre, les valeurs qu'on avait, la façon de travailler, elle pouvait des fois entrer en dissonance avec les manières plus classiques de faire. Donc, on a tout de suite créé notre entreprise. Et puis, parce que, je le rappelle, souvent les gens viennent nous voir avec des projets. Je vais pas faire une masterclass ici, mais ils nous disent tiens, comment vous faites pour créer des lieux, comment... Et le premier critère que je leur dis, c'est d'abord soyez entrepreneurs. Vous devez monter une structure, vous devez trouver un financement, vous devez voir comment on doit se coltiner tous les métiers. C'est ce qu'on a fait, Renaud et moi, dès le début. Multipass. Voilà, exactement. Et c'est pas... je crée un lieu, on recevra des artistes, etc. Non, ça marche pas du tout comme ça. Il y a une législation avec le droit des intermittents du spectacle, il y a des problèmes de sécurité à régler. Donc on est une entreprise. Conformité. Exactement. Etc. Donc c'est très sérieux, c'est très organisé. Et faire la fête, voilà, je ça le dis souvent. Ça vient assez au bout, quoi. Exactement. En fait. Vous faites la fête un peu, vous, quand même? Alors, moi, je ne fais... Vous n'êtes pas un fêtard, vous? Non, je ne suis pas un fêtard, je ne suis pas de la nuit, alors que je gère des lieux de nuit, parce que je me suis... C'est important, peut-être, de ne pas être fêtard quand on gère des lieux de nuit, je dis ça, oui, je dis rien, non, mais je crois que c'est par tempérament personnel. Je passe voir nos personnels qui travaillent, les clients qui y sont, je fais des débuts de soirée, mais non, je ne me vois pas... Tôt, quoi. Je me couche pas tôt, faut pas exagérer, mais je ne me vois pas, effectivement, comme je le dis, faire la fête au milieu de mes clients, mes employés, et la sécurité, c'est pas possible aujourd'hui. C'est une autre époque. C'est plus les bains-douches, quoi. Non, c'est plus comme ça que ça marche. Bains-douches, qu'est-ce que c'est que ça? Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ça sera la dernière question de l'émission, Fabrice Martinez. As-tu atteint ce qui te faisait... As-tu réalisé ce c'est vous, grand à enfant. C'est moi, c'est moi, enfant. Je me repose une question... Qu'est-ce que vous diriez à vous à 5 ans, quoi? Alors, je me dirais, va plus vite. Ah bon? Ouais. Vous trouvez que vous êtes allé trop lentement? Je sais que ça peut surprendre beaucoup de gens. Je trouve que le monde est lent, que les gens prennent que tout est lent. D'accord. Je le dis franchement. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc on me dit sans arrêt. Calme-toi. Mais je pense que je perdrai encore moins de temps. C'est vrai qu'avec toutes ces années, ça fait plus de 20 ans, je me dis j'aurais peut-être dû en faire plus. J'aurais dû faire autrement. Donc ne perds pas de temps. Et c'est vrai qu'enfant, j'étais très rêveur. J'étais très dans mon monde. Voilà. Et j'étais peut-être pas assez entreprenant très tôt. Enfin, en tout cas, de manière trop enfantine et pas assez professionnelle. J'ai dû attendre plutôt la trentaine pour me lancer dans l'entrepreneuriat finalement. À votre tour, Richard Valency, qu'est-ce que vous diriez à votre vous petit? Pareil. Ouais, va plus vite. Non, crois en tes rêves. Ouais. Crois en tes rêves et va plus vite aussi. C'est marrant, c'est un sujet qui est très, très présent. Donc, vous étiez très rêveur aussi? Non, pas du tout rêveur. J'avais beaucoup d'ambition, mais c'est vrai que beaucoup de concret. Oui, mais il y avait un côté comme très créatif aussi. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon chemin. Et parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Pourquoi j'ai perdu 10 ans avant d'avancer, d'aller vraiment là où je voulais? Et en fait, vous avez peut-être pas perdu, hein? Non, je les ai pas perdus. En fait, la réponse quand on fait, peut-être, c'est l'introspection. Je pense que c'est la maturité aussi. Et donc tous ces 10 ans peut-être m'ont permis à cette maturation d'acquérir cette maturité qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais croire en tes rêves, c'est un bon. Et ça sera le fin mot de cette émission. C'est excellent. C'est la dernière de la saison.
c'était excellent. Donc, Richard Orlinski, Fabrice Martinez, merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de votre fidélité à C'est excellent, votre émission sur Sud Radio. On se retrouve à la rentrée de septembre, tous les dimanches à 19h pour la 6e saison. En attendant, vous pouvez réécouter les rediffs tout l'été. La dernière de Destin de Femme spéciale Prix Sud Radio, c'est samedi prochain. Et puis moi, je vous retrouve pendant Les Vraies Voix, pour Les Vraies Voix, à partir du 8 juillet, de 17h à 19h. Alors, toutes les créations, sinon, de l'artiste Richard Orlinski, sont à retrouver sur le orlinskishop.com, c'est ça ? Absolument. Voilà. Et puis, tous les lieux de Cult Place de Fabrice Martinez, notamment sur Instagram. Oui. Cult Place, sans le E de culte. CULTPLACE.com, et Voilà. labelvilloise.com, bien sûr. Exactement. Merci à Thomas qui réalise pour vous aujourd'hui à Sud Radio, ses équipes, et à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Sans vous, rien ne serait possible. Je vous embrasse. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Boulangères, pâtissières, vendeuses, tourrières, des emplois, des métiers d'avenir incarnant le savoir-faire dans l'artisanat.